Alors, j'avais déjà présenté à la salle ce parterre de panélistes aussi expérimentés que talentueux. Madame Stéphanie Rivoal, ancienne ambassadrice de France en Ouganda, mais avant la diplomatie, ma chère Stéphanie, tu as fait de brillantes études. Tu as été à Londres, dans ce grand centre d'affaires, à la City. Et après, tu as pensé que le sens de la vie, ce n'était pas simplement de rechercher de l'argent et seulement de l'argent, mais de donner aussi du sens et à ta vie et à celle de tes proches. Eh bien, tu es parti au Soudan, à cette époque. Sud-Soudan, ce territoire du Darfour, hein, où encore un peu aujourd'hui, mais encore plus hier, n'est-ce pas, des drames et des tragédies s'y déroulaient. Eh bien, tu as fait la photographie, après avoir travaillé à la City. Et puis, tu es revenu en France. Bien sûr, tu as apporté ta contribution intellectuelle à l'élaboration d'un certain nombre de projets de politique publique, ce qui a fait en sorte que le président de la République française, Emmanuel Macron, puisse te détecter, en tout cas te confier cette importante responsabilité qui était de représenter la France dans ce pays non francophone. Donc l'Ouganda, un pays aussi extrêmement important. Et après cette responsabilité diplomatique, le président de la République t'a confié l'organisation de ce grand événement du sommet Afrique-France 2020. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Et je voudrais effectivement dire que ta place était dans cette table ronde sur la diplomatie économique. Et je te remercie de l'avoir accepté. Sira Sida, député à l'Assemblée nationale, dans la circonscription de Rouen, et qui est venu spécialement ici à Bordeaux participer au JNDA. Sira Sida fait un travail formidable au Parlement français. Elle nous en parlera. C'est une figure emblématique de la diaspora africaine. Merci Sira pour le travail parlementaire que tu as engagé depuis maintenant 5 ans et qui, nous l'espérons, va continuer. Monsieur l'ambassadeur Fodé, ancien député européen, donc ce qui n'est pas déconnecté de ce dont nous avons parlé aussi aujourd'hui. Tu as tracé la route, tu as ouvert les voies, tu as balisé les chemins qui nous réunissent aujourd'hui. Aujourd'hui, tu portes la responsabilité d'accompagner le président Macky Sall en tant qu'ambassadeur itinérant et je sais tout ce que tu entreprends, y compris avec la diaspora sénégalaise et africaine. Et je voudrais te remercier d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce panel. Il y a quelqu'un qui est à la fois d'ici et de là-bas au quotidien, c'est Stéphane Tiki. Stéphane Tiki, que j'ai connu dans mes propres engagements politiques ici même, est toujours à mes côtés, qui a ouvert aussi la voie à cet engagement de la jeunesse dans la vie politique française. Et puis, au-delà de la politique, tu t'es dit que tu pouvais apporter cette contribution au milieu économique francophone, parce que Dieu seul sait combien la francophonie économique est aussi un horizon d'exigence et que nous devons tous y travailler. Merci Stéphane de ta présence. Monsieur le Président Tamba, tout à l'heure, le Président Samuel Eto'o vous a rendu un hommage particulier. Cet hommage-là, il est partagé. Il est partagé. Vous avez tenu à être là aujourd'hui, depuis hier, pour participer à cette JNDA en y apportant la contribution qui est depuis plusieurs années la vôtre, celle des territoires. Et la diplomatie économique, c'est aussi la diplomatie des territoires. C'est un peu aussi le sens que Stéphanie, peut-être en diras-tu un mot, tu voulais donner à ce sommet Afrique-France original. Merci, Président Tamba, d'être là, puisque vous présidez également, au-delà d'être le maire de Yaoundé 7, les communes et villes unies du Cameroun.
Il y a les territoires, mais il y a d'abord la nation. Il y a d'abord la nation, la représentation nationale, qui, sur les instructions des deux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat camerounais, ont souhaité que l'honorable Louis-Henri Ngancha, député à l'Assemblée nationale, président du réseau des parlementaires diaspora, coopération décentralisée et frontalière, puisse participer de façon solennelle à cette 9e édition. Merci, honorable député, pour tout ce que vous faites déjà avec la diaspora camerounaise, avec la diaspora africaine, d'être présent parmi nous. Je me retourne vers Stéphanie Rivoal pour un peu camper le décor, si je puis dire, en essayant déjà d'esquisser une certaine définition de la diplomatie économique. La diplomatie économique, c'est toujours un peu, voilà, c'est l'entre-deux entre le politique et l'économique, la recherche, l'identification des influenceurs de la décision politique. Voilà, Stéphanie, tu as la parole. Cher Pierre de Gaëtan, cher ami, et mesdames et messieurs, déjà, j'ai vraiment une énorme gratitude pour cette invitation, car quelque part, c'est JNDA, c'est ce sommet Afrique-France de Bordeaux, qui certes ne s'est jamais tenu en vrai, mais c'est maintes fois tenu dans nos têtes, n'est-ce pas, cher Pierre? Et qui est, je pense, le plus beau sommet Afrique-France qui ne s'est jamais tenu dans nos cœurs. La colonne vertébrale, et vraiment, c'est pour ça que c'était à Bordeaux et c'est pour ça que c'était si important. La colonne vertébrale de ce sommet, c'était l'économie, au travers d'un thème qui était les villes durables, donc un ancrage territorial qui menait aussi les enjeux écologiques. Le rôle d'un diplomate, puisque j'ai été ambassadrice et ensuite secrétaire générale, c'est principalement en France, finalement, se mêler des affaires politiques. Et Dieu sait si avec le continent africain, pendant des décennies, ça a été l'obsession des diplomates. Le deuxième volet, c'est certainement s'occuper des Français de l'étranger, d'un point de vue strictement administratif. Et la diplomatie économique, on a un peu l'impression que c'est Laurent Fabius, quand il était ministre des Affaires étrangères, qui l'a inventé. Les diplomates vont vous dire, pas du tout, on le faisait avant. Alors moi qui suis une fausse diplomate, parce que je n'ai pas eu un parcours de diplomate, je peux vous dire que tout de même, effectivement, Laurent Fabius a donné un élan énorme à cette notion de diplomatie économique, mais que les diplomates restent encore aujourd'hui très peu formés aux enjeux économiques, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais travaillé en entreprise, ni même fréquenté des entrepreneurs. Alors, ils se soignent, hein, ils se forment, ils essayent de développer ça, mais ce n'est pas dans leur ADN de base. Et je voulais ici saluer tout de même le président Eto'o et son magnifique discours, parce que le sport et l'économie, et vous l'avez dit, monsieur le président, sont intimement liés, avec la filière économique du sport, qui est une vaste opportunité de création de valeur pour les pays africains. Et donc, vous avez tous compris, et j'ai entendu tous ces discours, à quel point l'économie est importante. Donc, comment les diplomates peuvent-ils faire de l'économie alors que ce n'est pas leur habitude? Eh bien, la diplomatie économique, c'est l'alliance du politique et du business. Et moi, j'ai voulu pendant longtemps, et je vais continuer dans mes capacités actuelles, à dire à la France, et notamment à nos autorités, à quel point il faut que la politique mène les enjeux économiques à l'international. Souvent, le secteur privé, dans un esprit libéral, voire ultralibéral, laisse le secteur privé agir seul. Non, la représentation d'un pays à l'international, et les autres l'ont compris, les Chinois l'ont compris, les Américains, les Allemands, les Turcs, les Indiens l'ont compris. Pourquoi la France s'entête à se mêler de politique alors que l'attente, et notamment sur le continent africain, sont des attentes économiques, des attentes de création d'emplois, de filières économiques et notamment pour la jeunesse. Cette prospérité partagée, nous pouvons la construire ensemble. L'Afrique le fait et s'intègre, et je trouve que ce continent que j'adore personnellement est celui, bien sûr, on l'a dit beaucoup, du potentiel, mais je partage ce qui a été dit aussi, il faut que ce potentiel se réalise, se concrétise maintenant. Et c'est possible. Mon obsession, c'est quel rôle la France peut-elle jouer là-dedans? Sincèrement, je trouve que la guerre en Ukraine, avec le drame que ça constitue humain, est aussi un moment de réflexion sur les souverainetés et les interdépendances. De qui voulons-nous dépendre? C'est aussi une question que doivent se poser chacun des pays africains, mais le mien, certainement, la France, doit se le poser. Aujourd'hui, nous avons créé des dépendances à des pays comme la Russie, comme la Chine, et moi, je voulais poser un projet qui parle de dépendance avec les pays africains, d'interdépendance avec les pays africains. Nous sommes des amis,
Nous avons des enjeux communs de migration, bien évidemment, mais aussi de développement économique partagé. Les futurs enjeux de croissance pour la France, il faut se le dire de manière transparente, pour moi, sont en Afrique. Donc il faut qu'on crée ces nouveaux partenariats et ces interdépendances et des souverainetés nationales, des souverainetés européennes et des interdépendances avec les pays africains. C'est la logique et c'est ce qui sera bénéfique pour les deux. Pourquoi? Je ne vais pas vous expliquer à vous un parterre de brillantes personnes africaines, franco-africaines, de diaspora ou venant du continent, à quel point le continent regorge d'opportunités économiques. Dans les infrastructures, dans l'énergie, dans la santé, dans l'éducation, dans le sport, dans l'agriculture, dans la transformation industrielle. Et ces enjeux d'industrialisation et de captation de la valeur ajoutée sur le continent doivent être au cœur des politiques des États. Et c'est aujourd'hui, malheureusement, pas encore tout à fait le cas. Quels sont les freins? Il faut qu'on se le dise. Le climat des affaires. Les entreprises françaises ont encore une image négative du continent. Elle est sur-négative sans doute par rapport à... Vous avez un problème de perception sur le continent, un vrai problème de perception du risque. Et en plus de ça, vous avez en face de vous, en France, des entreprises qui n'ont pas une appétence au risque très importante. Donc ce sont des freins. Il va falloir qu'on les débloque ensemble pour construire ces partenariats. Je ne pense pas qu'il y ait un problème d'argent sur le continent africain. L'argent est là, à portée de main du continent africain. Le problème est beaucoup plus la qualité des projets. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup d'avoir... Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. À bientôt. Et on compte sur vous, vous l'avez bien compris. Les attentes sont énormes. Donc, le problème du financement n'est pas que l'argent n'est pas là, c'est que les projets souvent ne sont pas assez bien structurés ou bien il y a des perceptions de risques de change ou économiques ou géopolitiques qui sont trop importants. Et puis la France, en Afrique, on a été très longtemps un acteur majeur, notamment en Afrique francophone, mais aujourd'hui, on l'a dit, il y a les Turcs, les Américains, et la tentation chinoise pour les pays africains est énorme. Parce qu'à la fin du fin, les Chinois exécutent très vite des infrastructures peu chères, en apparence. Mais en qualité, est-elle là? Le financement est-il véritablement durable? Toutes ces questions, il va falloir se les poser. Qu'est-ce que la France peut proposer? D'être votre partenaire de manière totale. Un partenaire total, c'est un partenaire de la sécurité, de la gouvernance, de la politique, du développement, mais c'est aussi, dans la politique, un partenaire économique. Il faut qu'on ait une stratégie commune de développement de filières sur le continent africain qui soit à notre bénéfice mutuel et en se le disant de manière transparente. Par exemple, sur le textile, on a vu qu'on dépendait de la Chine pendant la crise du Covid, de la pandémie au début. Pourquoi ne pas dépendre aussi, par exemple, de certains pays d'Afrique du Nord, d'Afrique francophone ou bien d'Afrique du Sud? Même sur les médicaments, on a vu. Et sur les médicaments. Les médicaments génériques peuvent tout à fait être assemblés sur le continent africain. Et c'est ça que je souhaiterais construire. Alors moi, je conseille des sociétés françaises. Je peux vous dire que je fais l'article de l'Afrique à peu près toute la journée. Je le fais avec passion, je le fais avec cœur, mais je le fais aussi avec raison. Je leur explique, chiffres à l'appui, à quel point c'est important qu'elles y aillent. Je rencontre encore des sceptiques. Je rencontre encore des gens qui m'ont dit « je ne suis pas convaincu, c'est trop compliqué, c'est trop risqué, je vais me faire avoir, je ne sais pas avec qui travailler ». Il faut qu'on travaille sur lever ces freins. Qu'est-ce que la diplomatie et l'économie peuvent faire sur le volet politique? Et c'est pas là encore, la France n'a pas de stratégie économique sur le continent africain à proprement parler. Elle n'existe pas, il faut qu'on la construise. Il faut qu'on se dise, avec le Cameroun, quand le président vient, il dit pas « je vais signer ce projet d'AFD » ou « je vais signer ce projet d'avant-d'après », c'est « quelle filière voulons-nous construire ensemble ?» Une filière de transformation agricole? Très bien, on le fait, et on se fait un plan à 10 ans. Ensuite, il faut qu'on mette de l'ordre dans nos affaires en France, c'est trop compliqué, il y a mille et une structures. Je me suis toujours mis dans la tête, mettons, d'un Camerounais ou d'un Malien qui regarderait la BPI, le MEDEF, Proparco, l'AFD. Je me dis, mais lui ne peut pas comprendre, déjà moi je peine. Il faut qu'on soit plus clair, il faut qu'on soit plus transparent. Ma proposition pour finir cette introduction, c'est de construire ce fameux Commonwealth français. Nous avons l'OIF, bien sûr, mais le Commonwealth économique. Le Commonwealth français. Alors bon, il ne faudra quand même pas qu'on l'appelle comme ça, ce serait inapproprié. Alain Juppé ne sera pas très heureux qu'on appelle ça Commonwealth français. Non, mais destin partagé, prospérité partagée, destin en commun, je ne sais pas. Notre belle langue que nous avons en héritage va sans doute trouver la formule pour que l'économie ne soit pas l'apanage du secteur privé,
mais deviennent résolument le cœur des politiques françaises sur le continent et africaines dans les partenariats avec la France. Merci Stéphanie. Merci vraiment pour cette brillante introduction et puis cette riche livraison. Je voulais peut-être demander à Madame la députée de réagir simplement, d'apporter, parce qu'elle s'est beaucoup impliquée dans la relation avec le Rwanda et au-delà du Rwanda avec le Sénégal, à accompagner effectivement la stratégie économique du président en direction de ces pays-là. Un témoignage, Sirasila. Oui, merci, cher PDG, chers amis de la diaspora. Avant tout, moi j'ai envie de dire, et Stéphanie, tu l'as très bien dit, je pense les partenariats publics-privés, en fait, finalement, c'est ça qui est important. Et c'est vous qui allez le faire. Parce que je tiens à vous le dire, c'est vous, la richesse de la France, le pont entre l'Afrique et la France, c'est vous. Vous êtes des acteurs majeurs des croissances des économies africaines. Et moi, je suis fière parce que ça a été un long combat à l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut le dire, et Stéphanie, tu l'as très bien dit, on n'a pas conscience en France, en fait, des enjeux au niveau des diasporas africaines. Dans la loi sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales, qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 2 août dernier, vous avez été reconnus comme des acteurs majeurs du développement. Il faut le marteler. Vous êtes une chance pour l'Afrique, oui, mais vous êtes une chance pour la France. Et ça, il est important de le rappeler. Je suis désolée, mais oui, la France et l'Afrique ont une histoire très ancienne, très commune. Mais moi, ce que j'ai pu constater du mandat, c'est que la France n'est plus attendue. Il faut changer de posture. On ne peut pas arriver en conquérant en Afrique et vivre sur une rente de situation. Et on voit les Chinois, on voit les Russes notamment, on voit la Turquie. Mais ça, il faut être capable aussi que nous, les Français, nous nous remettions en question sur ce changement de paradigme. Le discours de Ouagadougou du président de la République a suscité beaucoup d'attentes. Lorsqu'on dit créer un partenariat d'égal à égal, fini la charité, travaillons en co-construction avec vous, les diasporas africaines à l'avant-garde de la relation. Oui, on a avancé, mais pas assez. Pas assez du tout. Je prends l'exemple d'un Sénégalais qui est venu me voir. Il a créé, il commercialise de l'hibiscus, du bissap dans plusieurs centres commerciaux en France, notamment les Carrefour. Il devait aller signer 2 gros contrats à l'étranger. Malheureusement, problème de visa. Eh ben, il n'a pas pu signer ses contrats. Donc, lorsqu'on parle de diaspora, lorsqu'on dit qu'il faut créer des liens, lorsqu'on dit qu'il faut que ce soit gagnant-gagnant, je suis désolée, je pense qu'aussi au niveau de la diplomatie économique, si le visa n'est utilisé qu'au niveau du ministère de l'Intérieur et au niveau des problématiques sécuritaires, on ne va pas y arriver. Le visa, c'est un véritable outil d'influence. On doit permettre à des entrepreneurs africains de venir en France, signer des contrats, faire des formations, mais on doit permettre aussi à ce jeune Sénégalais, sa carte de séjour était terminée, il n'a pas pu aller signer ses contrats en France. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, le visa notamment, c'est, je pense, un gros frein au développement des relations entre les deux continents, au développement des richesses entre les deux continents. Après, on a un peu avancé, ça il faut le dire aussi, mais le plus dur reste à faire. Lorsqu'on voit des dispositifs, et tu les connais très bien, comme Meet Africa 2, qui permet notamment à vous, des diasporas en France, en Europe, de vous accompagner dans vos projets de développement en Afrique, de financer certains de vos projets, c'est très bien. Mais moi, je constate que seulement certains pays africains, une dizaine de pays africains de personnalités de la diaspora issue du Sénégal, par exemple, du Maroc peuvent en profiter. C'est pas assez, c'est bien, mais c'est pas du tout assez. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'imaginez pas, et là c'est un cri du cœur, peut-être que je défie un peu Pierre de Gaëtan, mais vous êtes une force de frappe extraordinaire. Mais le souci qu'ont les diasporas, c'est qu'elles ne sont pas soudées. Je suis désolée. La problématique des transferts d'argent, moi ça fait 2 ans que je me base sur la problématique des transferts d'argent. 2 ans de combat. Les diasporas représentent quand même... on n'a pas des données chiffrées sur les diasporas africaines en France.
mais je pense que c'est au moins 10% de la population, et en termes d'électorat, c'est très important. Moi, on a pu me dire à l'Assemblée nationale, c'est super ton combat, mais de toute façon, vous n'êtes pas soudés, donc vous n'y arriverez pas. Il faut que vous compreniez que il y a énormément de talent dans cette salle, énormément, j'en connais plein. Donc, il faut vraiment qu'on soit tous soudés pour faire avancer les choses. Les transferts d'argent, je suis désolée, on parle de l'aide publique au développement française. Il va falloir changer le nom. On parle d'investissement solidaire, mais il faut trouver un vrai nom parce que c'est fini la charité. Ainsi que le président Eto'o l'a dit, l'Afrique n'est pas le continent de tous les maux. L'Afrique n'est pas continent de tous les maux. Il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Donc fini la charité. L'aide publique au développement, c'est quoi? Oui, c'est de l'argent public que la France envoie dans les pays africains. On a voté des crédits, et je salue aussi le président Emmanuel Macron qui a tenu son engagement au niveau de l'aide publique au développement, 0,5% du revenu national brut français. Mais aussi, il est important de le rappeler, c'est que les fonds envoyés par les diasporas africaines en Afrique, soit pour une consommation directe aux proches, mais aussi pour l'entrepreneuriat, c'est 3 fois l'argent public français. Vous êtes une force de frappe. Vous êtes une force de frappe. Et j'espère que vous me soutiendrez dans ce combat commun qu'on a ensemble pour les transferts d'argent, parce que les transferts d'argent sont un outil de croissance des économies africaines. D'investir dans des PME africaines, c'est très important. Donc je compte sur vous pour être au rendez-vous, parce qu'encore une fois, la relation Afrique-France, la relation Afrique-Europe ne pourra en aucun cas se faire sans vous, les diasporas africaines. Vous avez les codes. Vous avez les codes en France, vous avez les codes en Afrique, vous avez des liens étroits des deux côtés de la Méditerranée, vous avez de l'expertise. Ce continent africain, c'est le continent de tous les défis majeurs, et c'est pour ça que tout le monde va à l'assaut de ce continent. Et voilà, moi je compte sur vous pour soutenir, parce que c'est pas évident. On le voit en France, on a pu notamment le voir au cours de la campagne présidentielle, où certains veulent interdire les transferts d'argent. Certains croient que les transferts d'argent, c'est juste pour donner à manger. Non, c'est pas ça. Traiter les Africains d'égal à égal, traiter les diasporas africaines en France d'égal à égal. Ce ne sont pas des citoyens français, pour ceux qui sont citoyens français, ce ne sont pas des citoyens français de seconde zone. C'est le message que je voulais Merci faire beaucoup, passer. Sira. Et de l'Assemblée nationale et de la France, on passe à la francophonie, puisque la francophonie, ce vaste espace, est d'abord un espace linguistique, culturel, mais il n'y a pas de si grande frontière entre la culture et les affaires, hein, entre la langue et les affaires. La preuve, n'est-ce pas, cette initiative inédite des pays africains francophones, hein, avec le droit au WADA, hein, donc qui permet l'intégration juridique des affaires. Et je sais que, mon très cher Stéphane, tu te bats au quotidien dans cet espace du patronat francophone pour porter effectivement la voix de la francophonie économique. Merci beaucoup, mon cher Pierre de Gaëtan. Avant de commencer mon propos, c'est une promesse, un engagement que j'avais fait à Pierre de Gaëtan hier. C'était d'abord de rendre hommage à Pierre de Gaëtan, qui fait beaucoup pour nous tous, fait beaucoup pour la diaspora. J'aime me lever pour le dire parce que je suis plus à l'aise. Il faut rendre hommage à ce monsieur qui est engagé pour nous, engagé avec nous, qui fait beaucoup pour les autres. Et je voulais te dire ici, mon cher grand frère, c'est un immense plaisir de voir cette salle avec ses visages, ses talents, parce que c'est toi qui les as rassemblés. Et au nom de tous, je voulais te féliciter de ton engagement. C'est une équipe. Avec John, avec Yannick, avec tout le monde. Voilà, vous pouvez les applaudir Avec, parce que si on est là, c'est grâce à eux. L'agence Bloom et tous nos partenaires, et tous les amis qui sont là. Et je pense que cette relation qu'on a entre la France et l'Afrique passera d'abord par nous-mêmes pour savoir reconnaître et mettre en avant nos talents et nos visages qui font. Donc c'est pour ça que je voulais prendre ce petit temps d'introduction pour rendre hommage à Pierre de Gaëtan. Ensuite, vous dire aussi que pour vous qui êtes de l'autre côté, vous avez la chance d'avoir à cette tribune des gens exceptionnels qui ont baigné moi dans le parcours un peu de ma vie, parce que je vais raconter ma vie pendant 30 secondes, mais il se trouve que moi j'ai fait aussi au début de ma carrière un petit peu de politique. Je suis le premier Africain à avoir été président des jeunes dans un parti politique français dans toute l'histoire de la Ve République, et j'ai eu de la chance d'avoir autour de moi un ambassadeur, Fodé Silla, qui était un grand frère, celui qui a fondé SOS Racisme, qui a toujours été là pour moi. J'ai eu la chance d'avoir Pierre de Gaëtan JCAM, qui a été adjoint au maire ici de cette ville de Bordeaux, derrière un grand maire, Alain Juppé,
toujours là pour appeler son petit frère, pour nous donner des conseils au sein de l'appareil politique. J'ai eu la chance d'avoir le député Ngacha qui est de la diaspora, mais qui est très implanté ici, qui venait toujours à Paris pour me dire, voilà, si tu as besoin, petit frère, d'un conseil, d'une oreille pour t'écouter. Et puis Stéphanie, avec qui déjà on partage un peu le prénom, puisque Stéphane et Stéphanie, mais qui était, vous savez, beaucoup de gens veulent parler d'Afrique sans connaître l'Afrique, sans aimer l'Afrique. Franchement, Stéphanie, elle est amoureuse du continent, elle est présente sur le terrain, elle fait des choses. Et si la connexion aujourd'hui entre l'Afrique et la France peut repartir, c'est parce qu'on a des ambassadeurs comme Stéphanie qui sont là aussi aujourd'hui. Donc c'était pour vous dire que Pierre de Gaëtan a rassemblé tout ça. Et puis Syrah, qui est notre étoile, voilà, on était très fiers de l'avoir députée en Seine-Maritime aux côtés du président. Elle a accompagné le président dans ses déplacements. Elle fait beaucoup cette histoire des transferts d'argent. Pardon de vous dire, il faut qu'on soit solidaires et unis. Notre premier défaut à nous tous de la diaspora, c'est de se dire qu'on travaille les uns individuellement. Et si on tentait quelque chose aujourd'hui, les amis, et si on essayait de travailler simplement les uns avec les autres? Moi, c'est mon premier rêve que je fais d'ici aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai accepté cette invitation. Alors, rapidement, par rapport à la question qui a été posée par Pierre de Gaëtan, il se trouve que l'organisme que moi je représente aujourd'hui s'appelle le Groupement du Patronat Francophone. Et en fait, nous avons une seule ambition, ma chère Stéphanie, c'est créer une francophonie économique et créer ce Commonwealth à la française. Alors notre mission est très simple, je vais me lever parce que je vous vois mieux, mais notre mission à nous, elle est très simple, c'est implanter les entreprises francophones dans tous les pays où on parle français, plus particulièrement le continent africain, puisque nous avons 35 pays du continent africain. Mais je dis aussi à mes amis français, et Syrah le disait tout à l'heure, l'Afrique n'est pas la misère du monde. L'Afrique est l'avenir du monde. L'Afrique est un Eldorado. L'Afrique est le continent d'aujourd'hui. Même pas ceux qui disent l'Afrique est le continent de demain. L'Afrique, je vous le redis mes chers amis, c'est le continent d'aujourd'hui. Ça veut dire que ceux qui viennent sur le continent en pensant qu'ils ont du talent et qu'en Afrique il n'y en a pas, ils se trompent. Parce que l'Afrique aujourd'hui, elle a les yeux ouverts. Et j'ai même eu la chance d'échanger quelques mots avec le président de la République. On était ensemble il y a 2 semaines avec le président Macky Sall et le président Macron. Et j'ai dit au président de la République, vous savez, monsieur le président, aujourd'hui, cette aide que vous envoyez sur le continent, les Africains n'en veulent plus. Les Africains, ils veulent qu'on leur dise comment entreprendre, comment construire, comment former, comment innover, comment construire cette relation entre la France et l'Afrique. C'est ça que veut l'Afrique aujourd'hui. On ne veut plus d'aide. On n'est pas malade. On est fiers de ce qu'on est, on est fiers de nos racines, on est profondément amoureux de la France, ce pays dans lequel moi je vis depuis 17 ans, mais on est profondément amoureux du continent africain, qui est l'Eldorado d'aujourd'hui et l'Eldorado de demain. Alors notre mission au sein du patronat francophone, c'est justement permettre de connecter 2 mots ensemble, la diplomatie et l'économie. Qu'est-ce qui se passait? Moi j'avais pas mal de gens du continent, et on en a rencontré quelques-uns, notamment avec le député, qui nous disaient, nous on est français, on veut investir sur le continent, mais on n'a pas les bonnes personnes. Et j'ai aussi pas mal de gens du continent africain, du Congo, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, qui nous disaient, nous, on veut que les entreprises françaises viennent, mais elles ne viennent plus. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec le groupement du patronat, quasi depuis 1987? C'est construire cette francophonie économique en mettant les uns et les autres acteurs autour de la table. Quand on a des présidents de la République, des députés comme le député qui est venu à Paris il n'y a pas longtemps, comme monsieur le maire qui est ici, on lui organise un déjeuner, et ça a été fait avec monsieur le super-maire grâce à Carole qui est ici, pour qu'il rencontre toutes les boîtes françaises et francophones qui veulent s'implanter à Yaoundé. Et comme ça, vous voyez, j'ai mis dos à dos. Je dis à monsieur le maire, vous voulez des boîtes françaises qui veulent investir à Yaoundé? Elles sont là. Les boîtes françaises, vous me dites, vous n'avez pas d'acteur avec qui communiquer. Vous avez avec nous ici le président de l'Union des maires du Cameroun. Voilà la connexion qu'on peut faire entre l'un et l'autre. Donc c'est ça qu'on fait. C'est du concret, les amis. C'est du concret. C'est connecter économiquement ensemble les diplomates. Et je dis aussi aux diplomates qui souvent voient l'Afrique comme un territoire sinistré. Je leur dis, vous savez, l'Afrique, c'est l'avenir. Demain, vous voulez parler d'innovation, d'agriculture, de technologie, de numérique, de RSE. C'est le continent africain qui fait ça. Et je dis à mes amis français aussi, on a cette relation qu'on partage. On est très fiers de parler cette belle langue française qui nous rassemble. Mais n'oubliez pas une chose, aujourd'hui, il y a de la concurrence. On a des Chinois, on a des Libanais, on a l'État d'Israël, on a des Russes, on a des Turcs. Si vous pensez que parce qu'on a ce lien-là, vous avez des passe-droits et des atouts, vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain, il a la capacité de pouvoir choisir. Parce qu'il est fort. Parce qu'il sait que son territoire a de l'avenir. Donc il va prendre celui qui lui permet de gagner.
Parce que l'Afrique aussi doit gagner dans cette relation entre la France et l'Afrique. La France a beaucoup gagné. L'Afrique aussi maintenant veut gagner d'égal à égal. Et vous savez, quelqu'un me disait la dernière fois, j'ai un peu peur de la démographie parce que ça grandit beaucoup. Il y a beaucoup de naissances en Afrique. J'ai dit, mais c'est bizarre. Quand on voit la démographie avec la population en Chine, personne ne me dit ça. Quand on voit la population en Inde, personne ne me dit ça. Eh bien, la population africaine, elle est fière de grandir, elle a des talents, elle a de l'énergie, elle a des valeurs, elle a un savoir-faire. Et moi, je pense que si nous qui sommes ici des diasporas, on arrive à allier avec nos frères qui sont sur les pays francophones, nos savoir-faire, cette énergie qu'on a ici, avec cette énergie qui sont là-bas, parce qu'il faut surtout, comme on disait avec Pierre de Gaëtan, ne pas oublier les réalités locales. Et si on travaille les uns avec les autres, je vous assure qu'on aura la capacité à construire encore plus. Et pour ça, s'il a raison, on a besoin de vous tous. On a besoin de vous tous pour construire cette diplomatie économique. Et je terminerai en vous disant, on a besoin de vous pour pouvoir construire ce lien entre la France et l'Afrique. Dire à la France que s'il veut venir en Afrique aujourd'hui, il faut venir en étant préparé, en sachant qu'il y a de la concurrence, en sachant que la France doit gagner, mais que dans cette relation, l'Afrique aussi veut gagner. Et ça passera par vous, avec vous. Et encore, merci beaucoup Pierre de Gaëtan pour ton invitation. Merci Président Tiki. Merci beaucoup. Et je voudrais demander à celui dont on a rendu un hommage totalement mérité, Fodé-Sila, dire un mot. D'abord, un peu éclairé par son expérience de député européen et son engagement européen qui se poursuit. Et bien sûr, cet entre-deux qu'il continue à entretenir entre la France, le Sénégal et également dans la diaspora africaine elle-même. Je te remercie, cher Pierre. Et d'abord, une fois de plus, à l'instar un peu de ce qu'a fait Stéphane, je tiens à dire que ce qui est beaucoup plus encore important dans le fait qu'on se retrouve aujourd'hui, c'est que non seulement on est à la 9e édition, ça veut dire que ça a duré, ce n'était pas uniquement une promesse pour une édition, ce n'était pas un effet de mode, un effet uniquement pour le plaisir de pouvoir dire j'ai lancé une initiative sur la diaspora, mais ce qui m'a toujours impressionné à Bordeaux depuis maintenant 9 ans, en sachant qu'il y a une édition qu'on n'a pas pu faire à cause de la Covid, c'est quand même le fait que moi, je me rappelle de l'époque dans laquelle on demandait des salles pour pouvoir se réunir, aborder des questions liées au racisme, aux questions migratoires, etc. Souvent, les mairies nous donnaient rendez-vous le soir dans des salles obscures, derrière la mairie, et en général aux alentours de 18h30, 19h. Comme ça ne choquait pas les gens de voir que leur population était aussi mélangée, métissée. Et moi, ce qui m'a toujours impressionné depuis la première édition, alors certainement avec l'appui de Alain Juppé, qui avait ça à cœur, qui était aussi dans une ville qui avait abordé ces questions et son histoire coloniale, qui donc avait su dépasser ça et son propre engagement, depuis le début, on a toujours été reçus dans la salle prestigieuse de la mairie. Et ça m'a fait très plaisir qu'il y a quelques jours, c'est sur le tram que les JND étaient annoncés. Et je pense que ce qui est important, c'est que, y compris les lieux dans lesquels, et même aujourd'hui dans cette salle des congrès, qui ont été choisis pour nous réunir, parce que ça donne de la valeur au fond des questions qu'on aborde. Et en cela, je tiens aussi à remercier Pierre de nous avoir toujours mis dans des bonnes conditions de visibilité et qu'on puisse effectivement avancer sur ces questions-là. Ce qui me paraît aussi également très important, et eu égard à la discussion qu'on avait là, alors je vais aller un peu non seulement abonder et puis saluer la fougue de Stéphane, j'ai l'impression de me retrouver avec quelques années en moins, même si moi j'étais un peu plus à gauche que lui, et puis de saluer le parcours de Sira, là aussi j'ai l'impression de prendre quelques années en plus, mais c'est pas bien grave, tout ça, ça avance, plus tout l'estime que je porte à tous nos amis, mais en même temps, j'ai beaucoup de mal à aborder un débat avec certains concepts, de la façon en tout cas dont vous les avez amenés. Je ne pense pas qu'on puisse aborder, de mon point de vue, uniquement la question d'une diplomatie économique en la posant, en disant, grosso modo, aujourd'hui, nous, on n'a pas su faire comme les Anglais, il faudrait aller vers un Commonwealth, etc. Parce que de la même façon qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aurait pu nous en retrouver à la 9e édition si d'abord on n'avait pas posé la question du facteur culturel. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir dire on se retrouve dans cette salle et qu'on continue à perdurer, c'est d'abord parce qu'on a créé des conditions puisqu'on puisse se retrouver, dialoguer dans un espace qui nous permet de pouvoir le faire. Je ne crois pas qu'on puisse réussir en environnement économique si d'abord on ne réussit pas l'environnement culturel. Voilà. Je ne crois pas à cette chimère qui consisterait à dire pendant très longtemps, on n'a été que sous des problématiques
qui aujourd'hui seraient secondaires ou mineurs et que la réalité voudrait aujourd'hui qu'on mette tout sur l'économie. Eh bien non. Parce que moi, je parle d'une certaine réalité, surtout maintenant que je suis de l'autre côté. D'abord, je parle d'un premier élément, qui est le capital humain. Et quand on a un capital humain, on n'est pas directement sur des facteurs économiques à propos de l'Afrique. J'ai été porteur d'une proposition, et je suis très content en tant que franco-sénégalais, et par rapport à tout ça, de pouvoir le faire en plus passer au dernier sommet Union européenne, Union africaine. Je me suis dit finalement, quelle est la plus belle réussite aujourd'hui de l'Union européenne? La plus belle réussite de l'Union européenne aujourd'hui, c'est Erasmus. Oui, parce qu'il a permis à des générations de pouvoir mettre des diplômes à niveau, voyager, bouger, et au bout de 10 ans, on voit comment toute une génération aujourd'hui est connectée. Et je me suis dit, il faut faire la même proposition, mais en partant des réalités de la société africaine. Donc, on a fait une proposition qui a été intégrée, qui est de créer aujourd'hui un Erasmus Europe-Afrique sur l'apprentissage et les métiers, et permettre à des générations d'Africains et des jeunes Français de pouvoir, autour des métiers, comme la boulangerie, comme le numérique, comme le tourisme, de pouvoir aujourd'hui rentrer dans un système où on n'est plus dans des débats sur l'immigration, mais qui vont profiter à autant de jeunes Français que de jeunes Africains, où on va pouvoir là aussi former des générations entières, parce qu'on ne pourra pas tous faire de tout le monde à la fois des ingénieurs, on ne pourra pas tous en faire aussi uniquement dans ce que nous on projette de faire des nations start-up et de faire des générations que de start-upers. On est d'abord obligé de partir des facteurs, de là où sont les gens, de ce qu'ils représentent et de pouvoir les former en partant de là. Je trouve cela, pour ma part, un peu plus adéquat et un peu plus constructif par rapport à la situation. D'autre part, quand on dit tout est économique, c'est d'abord ça qui est important, et aujourd'hui il faut aller là-dedans. On a une crise de la Covid, et pendant que les grandes puissances se battaient sur les tarmacs, des gens qui sont censés avoir les économies les plus solides, ils se volaient des masques sur les tarmacs. Et pendant ce temps-là, ceux qui étaient censés être des économies qui étaient bien en deçà, ils étaient en train uniquement de fabriquer des masques et en train de distribuer ces masques-là. Donc moi, la vertu du tout économique, je le remets d'autant plus en cause qu'on voit bien aujourd'hui que quand on est face à des gens qui ont des puissances nucléaires et dont on s'aperçoit qu'ils ont autant de failles pour pouvoir faire face à des situations de pandémie et que d'autres avaient beaucoup moins de situations, on voit bien la limite. Je pense aussi, et je ne serai pas long, mais je pense aussi que l'histoire nous démontre aujourd'hui que la façon dont, une fois de plus, on réagit, et qu'on se met toujours du point de vue, qu'on le veuille ou pas, parce qu'on est des Franco-Africains, mais on ne se met pas vraiment du point de vue de l'Afrique. Ce qu'on appelle la concurrence des autres, etc., pas du point de vue de l'Afrique, ce n'est pas une concurrence. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, on se mettra à maugréer contre les Chinois et les autres en disant de la concurrence? Moi, je suis en Afrique. Je ne suis plus dans un monde unipolaire. Je suis dans un monde multipolaire. J'ai des gens qui ont la capacité de venir me voir et me faire des propositions. Il se trouve que la maman, le jeune africain n'a pas les moyens d'acheter un téléphone portable à 700, 800 euros. Il se trouve que le Chinois, il va m'offrir un téléphone qui est peut-être moins cher, mais au moins tout le monde va pouvoir l'avoir. Je vais aller vers ça. Donc si vous vous mettez de mon côté en disant « oui, mais ils nous font de la concurrence, etc. », on parle de la réalité, de ce qu'on a, et puis on fait en fonction de ça. Et ce n'est pas de ma faute quand on fait une ville nouvelle au Sénégal. Ça me fait pas de ma faute quand on fait une ville nouvelle au Sénégal, quand ce sont des Turcs qui viennent me proposer la possibilité de pouvoir faire un aéroport dans les normes moins cher, ou quand c'est des Chinois. Donc mettons-nous aussi du point de vue des autres, en disant que ce qu'amènent les autres, on ne peut pas les vivre uniquement comme étant de la concurrence. Voilà. Si on est dans des relations égalitaires, il faut aussi accepter aux gens et aux Africains de pouvoir discuter et échanger et commercer avec d'autres gens. Voilà. Et dernière chose, vraiment je termine là-dessus, mais il y a des choses qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire, nous, c'est l'éducation, c'est la francophonie. Ce qu'on sait faire, c'est le savoir. Et on a besoin aussi de cela. Donc voilà, donc moi, je dirais simplement qu'effectivement, l'économie, c'est important, mais rien de grand ne se fait avant d'abord de se connaître, d'assainir les climats, de savoir dans quel monde on évolue, de lutter contre les freins, de lutter contre les corruptions, d'assainir le climat et d'aller d'abord vers des liens culturels qui fassent qu'on se connaisse mieux pour pouvoir lancer sur l'économie. Je ne crois pas au prisme de l'économie sur le reste. Je pense que ça va ensemble. D'abord, tout est culturel au début et à la fin de tout, comme disait Léopold Sédar Senghor. Merci. Merci ambassadeur, merci président Fodé. Et dernière chose, quand Stéphane dit, non mais juste dernière chose, mon ami, mon jeune frère Stéphane me dit, l'Afrique, c'est l'avenir du monde.
j'aimerais d'abord, cher Stéphane, que l'Afrique soit d'abord l'avenir pour le continent africain avant d'être l'avenir pour le monde. Très bien, merci beaucoup. On a encore deux interventions et merci d'avoir, en fait, finalement, oui, repris ce qui avait été aussi dit par Stéphanie et par Stéphane et mis en perspective tout ça de manière extrêmement stimulante. Et donc la stimulation, elle est également dans ce pont avec le continent lui-même, puisque nous allons, la diaspora va interpeller, va connecter avec sa représentation nationale, sa représentation parlementaire. Et donc, je voulais demander à l'honorable Ngatia d'apporter le témoignage vu de la représentation nationale. Merci Pierre pour la parole donnée. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de passion les intervenants précédents. Et je dois dire que concernant la relation entre la France, puis c'est de ça qu'il s'agit, et le continent africain, je suis un peu peiné parce que pour beaucoup d'entre nous, nous qui sommes partis d'Afrique et sommes venus directement en France, nous aimons profondément la France. Pour moi, la France, c'est mon second pays, c'est-à-dire que c'est le pays de mes enfants qui sont tous nés ici, qui y vivent. Je dois ce que je suis aujourd'hui parce que j'étais en France. J'ai appris à faire la politique ici, à mettre l'intérêt général au cœur de toute action politique. J'ai vu l'ambassadeur Fodé Sila qui est une icône, quelqu'un qui nous a fait rêver. Il a été notre défenseur. C'est un grand monsieur. Quand je le vois là aujourd'hui, je me rappelle des années en arrière, SOS Racisme. Donc, c'est quelqu'un qui a porté. Quand il parle, je comprends de quoi il parle. Quand je vois Pierre, je vois ce qu'un Africain peut faire aujourd'hui ici. Et tout ça pour voir comment est-ce qu'on peut rendre la relation franco-africaine solide, forte. Je suis peiné, pourquoi? Parce que j'ai été ici, j'ai vécu ici. Je suis de l'autre côté, je suis au Cameroun aujourd'hui, je suis député. Je suis en charge de la diaspora au Parlement camerounais. Je reçois tous les jours mes compatriotes qui viennent, qui ont des projets, qui veulent faire des choses dans le pays, qui ne savent même pas comment faire. Je rencontre les diplomates des pays européens qui font des démarches vis-à-vis des parlementaires pour voir comment est-ce qu'on peut les aider à avoir plus de parts de marché au Cameroun, parce que la concurrence est devenue très vive en Afrique. La France perd des parts de marché et ça me désole. Mon rêve aurait été de travailler, œuvrer à renforcer la relation franco-africaine ou camerounaise avec la France. Mais tous les jours, on voit comment la France perd des parts de marché. Et je rencontre les diplomates qui me disent « Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Mais sauf que les diplomates d'autres pays, les diplomates allemands, canadiens, espagnols, quand ils me voient, c'est pour me dire comment est-ce qu'on peut faire pour renforcer la relation, de créer des parts de marché pour nos entreprises. Moi, les Français, parce que peut-être avec la relation forte qui existe avec le Cameroun, ils continuent à croire que tout doit aller de soi. Non, tout ne va pas de soi. Il y a une concurrence qui est forte, qui est là. Et on doit tenir compte de la réalité. Ce que l'ambassadeur Fodé Sila vient de dire aujourd'hui, c'est vrai, il faut s'adapter. Et moi, franchement, c'est gênant. Et moi, je dis à tous ceux qui me contactent, tous ces ambassadeurs, je leur dis, écoutez, oui, nous voulons aider les Allemands à gagner les parts de marché, mais à une seule condition. Nous avons nos enfants qui fréquentent en Allemagne. Si vous voulez gagner les marchés au Cameroun, eh bien que ces entreprises allemandes viennent avec nos enfants qui vivent en Allemagne. Qui viennent avec nos enfants qui vivent en Allemagne. Vous ne pouvez pas être des entreprises françaises, vous venez au Cameroun gagner des parts de marché, et vous venez,
Il n'y a aucun Camerounais, toutes les grandes entreprises, nous avons des Camerounais qui travaillent. Venez avec nos enfants. Et ce sont eux qui vont vous ouvrir la porte. Mais c'est ce que les Russes font. C'est ce que les Chinois font. C'est ce que les Turcs font. On les voit tous les jours. Mais faites-en. Autant. Sinon, ce sera difficile. Venez avec nos enfants qui étudient chez vous, qui viennent vous ouvrir les portes dans leur pays. Et en ce moment-là, nous allons vous accueillir avec faste. Parce que vous avez nos enfants. Si nous voulons que nos enfants reviennent, ben, il faut bien qu'ils reviennent avec des clés, avec un emploi à la clé. Nous avons des entrepreneurs ici, mais que vos entreprises se mettent en relation avec des entrepreneurs africains et qui viennent conquérir les parts de marché là-bas. Donc moi, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une relation, vous savez, avec les multiples politiques de visa. Beaucoup d'Africains n'ont plus accès en France pour étudier. Beaucoup vont au Canada, ils vont aux États-Unis, et ainsi de suite. La génération de nos dirigeants qui ont été ici sont en train de partir. Aujourd'hui, on se retrouve au haut niveau de l'administration de beaucoup de pays africains, des gens qui n'ont pas étudié ici. Donc forcément, ils n'ont pas le même attachement à la France. Et on le voit partout. Et un enfant, quand il travaille, il pense d'abord à son pays formateur. Et la France a du mal à entretenir une relation avec des gens qui ont été chez elle. Quand on rentre, on se bat tout seul. Mais si en route, si vous négligez vos enfants et en route, le voisin, il suit le voisin. Hein. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Nous nous sommes faits seuls, nous arrivons là-bas, nous nous battons seuls, on ne vous sent pas. Mais ne croyez pas que quand on va arriver au poste de responsabilité, on pensera à vous. Ce n'est pas possible. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on peut vous regarder dans les yeux et vous dire la vérité, avec respect, parce que nous sommes humains, mais pas parce qu'on est inférieur à qui que ce soit. Non, du tout. Nous voulons aider, mais encore, c'est quelqu'un qui a dit, même avant de t'aider, sollicite-moi. C'est ce qu'on m'a dit au Cameroun. Oui, nous avons des enfants du Cameroun qui sont ils sont dans des postes, ils sont des journalistes, on les voit, on attend le Cameroun, mais ils ne nous défendent pas. J'ai posé la question, est-ce que vous les avez sollicités? Vous avez des enfants qui sont là. J'ai vu Georges Logueli tout à l'heure. Nous avons les Alain Foucault, nous avons les Denis Sepoté, nous avons Louis Kemayou. C'est des enfants du Cameroun. Voilà Stéphane qui est là. C'est un enfant du Cameroun, mais il ne peut pas aider son pays si son pays ne le sollicite pas. Sollicitez vos enfants qui sont dans la diaspora. Le premier atout pour chaque pays, c'est son capital humain. C'est les enfants du pays. La diaspora, nous avons besoin de nos enfants. Et c'est pour ça qu'on se bat à l'Assemblée nationale aujourd'hui. On a créé ce réseau à l'Assemblée nationale pour aider. Parce que la diaspora doit se sentir aimée, doit se sentir attendue, doit être accompagnée. Ce sont les forces vives pour nos pays. Ils ont un savoir-faire utile, mais ils n'ont pas tout. Ceux qui sont sur le territoire ont la maîtrise d'environnement. Ils doivent combiner. Le monde, c'est le lobbying. C'est le lobbying. Et nous avons des enfants hyper compétents partout, mais nous devons les solliciter. Et je pense que les choses bougent aujourd'hui. Il y a une Afrique qui bouge, il y a une Afrique qui est en mouvement, mais il faut travailler la connexion entre la diaspora et ceux de l'intérieur. Et c'est pour ça que, même à vous de la diaspora, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, apprenez à être soudés. Vous avez parmi vous vos frères et sœurs, comme elle est députée. Voilà Stéphane, c'est un acteur important. Pierre de Guettan est là. Ils sont nombreux. Quand on a, dans une bataille, quand on a quelqu'un qui est devant, on s'aligne pour être plus fort. Parce que vous ne pourrez être respecté dans ce pays que si vous êtes solidaire. Unissez vos forces, vous êtes une force. Je suis un homme politique, moi je parle en politique, je ne parle pas de tout ce qui est macroéconomie, tout ça, ça ne m'intéresse pas, c'est le politique qui commande. Ce qui nous gêne en Afrique, c'est que les fonctionnaires ont phagocyté le politique. C'est le politique qui commande. L'homme politique, c'est lui qui est élu, c'est lui qui rend des comptes au peuple. Il fixe le cap et les fonctionnaires, là, les techniciens, là, doivent suivre. J'ai dit, je vais aller à la gare de Bordeaux, je dois être là dans 30 minutes pour réfléchir, pour savoir quel est le chemin qui m'amène là-bas sans embouteillage. Mais c'est moi qui décide, parce que c'est moi qui rends compte au peuple qui m'a élu. C'est le politique qui décide. Et vous ne pouvez rien être si vous ne suivez pas les politiques. Vous avez vos élites qui sont là, qui sont des politiques. Alignez-vous. Alignez-vous derrière eux
et maintenant vendez-vous. Vous avez l'obligation d'aller voir maintenant vos leaders pour dire j'ai tel nombre de personnes derrière moi. Vous vendez et c'est comme ça qu'on va résoudre vos problèmes. C'est comme ça qu'il faut faire. Merci, merci honorable. Et oui, les diasporas, c'est cette relation entre ici et l'ailleurs, entre le continent et ailleurs. Et il n'y a pas meilleur espace que celui des communes, au lieu de la proximité, emblème ou incarnation du terroir et de l'univers. C'est la raison pour laquelle je voudrais demander au président Tamba de presque conclure à l'écoute de tout ce qui a été livré par les unes et les autres. Merci Gaëtan. Merci de m'avoir donné l'opportunité de venir ici, d'assister à ces journées, formidables journées, de m'avoir permis de rencontrer des gens formidables, des gens qui réfléchissent, des personnalités compétentes qui veulent agir dans l'action du développement de l'Afrique. Et qui dit développement parle des territoires. Et nous sommes au cœur des territoires. Je voudrais, avant toute chose, remercier le président Samuel Eto'o pour ce témoignage. J'ai toujours souhaité d'être très discret dans mes actions, mais quand on arrive à se dévoiler et qu'il y a un témoignage, il faut dire merci et rendre la gratitude. Nous l'avons fait pour le développement du football camerounais et africain. Parce que s'il fait des choses au Cameroun, ça va drainer, ce sera un conducteur. Beaucoup, Georges Weah est parti d'Afrique, Doram est parti du Cameroun, Doram est venu du Cameroun. C'est à ce titre que nous avons agi et nous avons également vu qu'il portait un projet qui devait faire bouger les territoires. Je voudrais vous remercier du fond du cœur et toute l'équipe qui organise ces journées et remercier les présidents intervenants et le panel actuel parce qu'il s'est dit des choses très, très intéressantes et nous avons le bonheur d'avoir ici 2 diplomates de haut vol et des députés d'envergure qui ont enrichi nos échanges. Mais pour revenir à la diplomatie économique, je voudrais dire diplomatie étatique, diplomatie des territoires et diplomatie sportive. Vous avez entendu tout à l'heure cette conjugaison des choses, ce bouillon de culture, cet ensemble qui peut réunir des talents dans leur diversité, peut nous permettre de reconstruire l'Afrique avec pour partenaires la France et l'Europe dans une logique que chaque pays, que chaque État, que chacun d'entre nous puisse gagner quelque chose. J'ai suivi avec beaucoup d'attention tout à l'heure Madame l'ambassadrice qui a parlé des banques, et des fonds qui ne manquent pas, c'est vrai. Mais je voudrais dire à ce sujet que c'est un problème d'organisation et de structuration. Organisation et structuration en amont, parce que vous savez, la Société Générale, c'est un exemple que je prends tout à fait au hasard. La Société Générale agit au Cameroun. Mais si la politique interventionniste de la Société Générale ne prévoit pas le financement des projets à valeur ajoutée au Cameroun, en Afrique, rien ne se fera. Donc, il y a une véritable diplomatie, puisque nous sommes dans la diplomatie économique, une véritable diplomatie portée par des volontaires pour essayer d'infléchir le jeu. J'ai entendu parler à Bruxelles de blending, mécanisme blending, qui en réalité, ce mécanisme n'est pas autre chose que des espèces d'assurances pour garantir le financement des banques en situation de surliquidité en Afrique, mais qui refusent de financer les économies locales. Donc, c'est des choses qu'il faudrait faire. C'est une diplomatie économique qu'il faudrait entreprendre
Et sur ce, je voudrais dire à Gaëtan que nous devons mettre une cellule en place pour pouvoir parler avec les députés européens, pour pouvoir parler avec les décideurs, pour pouvoir parler avec le président Macron, pour mettre en place une politique de financement de ces économies, en réalité, dans une logique entrepreneuriale collective. Il s'agit de construire des sociétés afro-européennes. J'ai entendu, il y a quelque chose qui se construit entre le CGLUA, Commune et gouvernements unis locaux d'Afrique, et l'Union européenne. C'est un vaste programme important qui veut mettre en place un certain niveau de financement. Des financements assez importants. Mais nous savons également ce qui devrait se passer dans cette affaire. Il faudrait peut-être, les sociétés européennes auront un champ d'activité assez important dans ce programme. Et c'est pour ça que je fais appel, je lance un appel à la diaspora européenne, française, qui est ici, qui n'est pas ici avec nous, pour qu'elle s'organise, pour venir en Afrique, agir dans nos territoires. Pourquoi agir dans nos territoires? Parce que nous avons des gisements géants de ressources naturelles qui sont inexploitées. Il n'est pas question de laisser le seul champ à des multinationales, pardonnez-moi, il s'agit d'intégrer également les fils des terroirs dans ce mouvement économique pour permettre qu'il y ait de la valeur ajoutée locale pour une meilleure prise en charge des sociétés autochtones, des sociétés locales, pour un meilleur équilibre mondial de l'économie. Vous savez, j'ai entendu parler des jeunes qui se noient pour aller chercher la vie, mais aidons ces jeunes à se stabiliser localement, à rester dans leur territoire. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons donc jugé utile, dans le cadre des CVUC, Communes et Villes Unies du Cameroun, de lancer également des journées économiques. Les journées économiques des territoires pour permettre ce qui sera un champ d'opportunités, une plateforme d'opportunités réunissant les entrepreneurs, les fonds d'investissement pour pouvoir agir et exploiter les territoires qui se trouvent dans l'ensemble du périmètre national camerounais. Mais cet exemple peut se dupliquer partout en Afrique. Et d'ailleurs, à Kigali, les maires d'Afrique centrale se sont retrouvés pour dire que nous devons faire une politique commune. Et je pense que cette propension peut s'étendre partout sur le continent et parler maintenant avec le vieux continent d'un centre d'intérêt et de conjuguer des synergies positives. Des synergies positives qui vont nous permettre de faire un jeu gagnant-gagnant. Je voudrais également dire qu'il y a d'autres politiques qui se mettent en place et qui peuvent être considérées comme des politiques dangereuses si nous n'agissons pas vite. Les APE, les accords de partenariat économique. Si nous ne produisons rien en Afrique, c'est un marché de dupes. Donc, il était très important qu'on s'organise, qu'on se structure et qu'on agisse. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voudrais lancer un appel à toute cette diaspora, aux start-upers, aux porteurs de projets, de venir à Yaoundé, de venir au Cameroun, pour que nous puissions travailler ensemble dans le projet que nous sommes en train de structurer et de mettre en place, parce qu'il faut agir, il faut du concret. Nous avons ce potentiel, le premier potentiel étant la terre. Vous savez, j'ai été à l'école de guerre, ici en France, et c'est la guerre économique. La Chine prépare la guerre alimentaire, c'est-à-dire qu'elle veut contrôler le monde. Ce n'est pas une mauvaise chose que la Chine puisse se préparer pour contrôler l'aliment dans le monde. Mais c'est charge à nous et à tout le monde de pouvoir également. Vous savez, la compétition est quelque chose, la concurrence est quelque chose de bien. Donc nous lançons cet appel pour que nous puissions structurer des choses concrètes dans les secteurs de l'agriculture,
dans les secteurs de l'élevage, dans les secteurs du numérique, dans les secteurs de la transformation du bois. Cultivons également la coopération sud-sud. J'ai été en Égypte pour vendre les journées économiques internationales. Le premier ministre égyptien nous a reçus quand il a vu le projet que nous portions et il a dit, nous venons au Cameroun pour construire la ville de la transformation du bois, transformation de 3e niveau. Ça, c'est des choses concrètes que nous devons faire et développer dans le cadre de la coopération sud-sud. C'est important qu'on le fasse. Je pense également qu'on a dit beaucoup de choses ici, mais la construction des plateformes d'échange, la construction des échanges des plateformes permanentes peuvent nous amener à être dans le concret et à être dans l'action. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, que j'ai dit à Gaëtan, d'essayer de voir, avant que je ne reparte sur Paris, qu'on lance la réflexion avec des volontaires pour mettre en place ces dispositifs d'accompagnement permanent, d'aide à la structuration. Vous savez, la guerre en Ukraine aura des répercussions dans le monde, des répercussions alimentaires, énergétiques. Mais nous ne devons pas parler de famine en Afrique. On commence à parler de pénurie du riz, du blé en Afrique. C'est un scandale, c'est inacceptable. À nous de pouvoir agir. Je voudrais humblement clôturer mon propos, parce que je suppose qu'il y aura quelques questions dans la salle, ce qui a été annoncé tout à l'heure. Oui, je préfère clôturer mon propos en disant que nous devons agir ensemble. Et pour agir ensemble, il faut innover. Il faut réfléchir. La réflexion doit précéder l'action. Nous avons déjà suffisamment réfléchi, mais il faut passer à l'action. Mais comme l'innovation est quelque chose de permanent, nous devons y penser. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'au sein des communes et villes unies du Cameroun, nous avons créé un programme de l'innovation qui est fort heureusement appuyé par 2 entreprises du CAC 40, OnePoint et Dassault Systèmes, qui nous accompagnent à structurer cela et qui se proposent également de coopérer avec nos PME, des entreprises de portefeuille que nous allons constituer pour essayer d'agir, pour essayer d'investir au Cameroun. Et je suggère que ceci se duplique en Afrique pour que cette diplomatie économique se fructifie, se valorise sur l'ensemble du continent africain que nous portons et que nous aimons tant. Je vous remercie pour vos bienveillantes attentions. Merci beaucoup. Merci, Président, d'avoir...